vous êtes sur la ferme Guiliou, donc on a deux productions principales, une production transfro-laitière avec une quinzaine de vaches bretonnes. Donc on fait principalement du fromage blanc, des yaourts, du gouel et des fromages. Donc c'est ma femme Églantine qui est plus sur cette atelier-là, même si moi je participe à la traite. Donc c'est un petit troupeau sans bâtiment, donc on aura l'occasion de visiter. Ici, la ferme, la particularité, c'est qu'on a très peu d'investissement, on n'a pas de bâtiment. Voilà, c'est une ferme qui s'est installée de façon très progressive. Églantine s'est installée ici avec 3 hectares, quelques vaches, et puis ça s'est fait de façon très progressive. Ça a été un choix d'abord d'Églantine, puis moi quand je suis revenu, de ne pas alourdir la trésorerie, on va dire, enfin la ferme avec des investissements lourds. Bon, après, ça pose des problèmes aussi, mais ça permet de dégager 2 revenus sur 25 hectares, 2,5 puisqu'on a un apprenti depuis cette année. Donc sur l'atelier fromage et sur l'atelier maraîchage. L'atelier maraîchage maintenant c'est à peu près 2 petits hectares avec un circuit de distribution principalement à MAP. Il y a des représentants de la MAP ici. Et puis un petit peu de magasin, on commence à diversifier un petit peu, revente à des collègues, des choses comme ça. Mais principalement sur circuit AMAP. Alors sur la partie production fromagère, on est sur un circuit de distribution AMAP, Biocop et marché d'hélice, voilà, principalement. Donc voilà un peu le contexte. Nous, la traction animale ici, c'est vraiment un outil au même titre que le tracteur, si vous voulez, même si évidemment la relation avec le cheval n'est pas le même, mais c'est pas un outil loisir, c'est voilà, c'est un usage au quotidien qui nous permet d'avoir une production agricole. On est vraiment dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, j'ai 2 de mes collègues qui témoigneront tout à l'heure aussi de la façon dont eux ils approchent la traction animale, peut-être différemment d'ici. Et donc ça sera des témoignages qui permettront de poser des questions sur, voilà, sur les parcours techniques. Donc c'était intéressant aussi d'identifier les différents parcours techniques, pourquoi les gens ont choisi tel fonctionnement avec le cheval. Donc voilà, ils nous apporteront leur expérience. Nous ici sur l'usage du cheval, en fait, c'est particulier, il est mixte. Hein. On me dit des fois, bah oui, mais tu fais pas tout avec le cheval. C'est pas un dogme. Hein. Moi, je n'ai pas l'intention d'être, je sais pas, particulier, faire que avec le cheval. Nous, on a un tracteur qui est utilisé aussi pour les foins en particulier, pour l'élevage principalement, mais aussi un peu pour le maraîchage. Et quand on parlera des parcours techniques, je vous en parlerai. On l'utilise aussi sur les surfaces maraîchères, même si je privilégie le cheval sur les surfaces maraîchères. Mais le cheval, il vient en complémentarité de l'usage tracteur. C'est comme ça. Après, c'est vrai que si on avait plus de temps et plus aussi d'accès à la mécanique, pas à la mécanique motorisée, mais à des outils adaptés, peut-être qu'on pourrait faire le choix d'être 80 ou à 100% en usage traction animale. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Il y a aussi un problème de manœuvre. Voilà. De temps disponible sur la ferme, qu'il ne faut pas non plus se cacher. Donc ici, il y a quand même 25 hectares, ça paraît tout petit, mais en fait, avec le cheval, ça reste quand même une surface assez conséquente. Voilà, moi, une des raisons pourquoi j'ai choisi le cheval aussi, c'est pas uniquement par passion pour le cheval, mais c'est aussi par philosophie, j'en parlerai tout à l'heure. Mais on est quand même très nombreux sur la planète à utiliser la motorisation, même si nous, de notre point de vue occidental, on a l'impression que c'est quelque chose qui est homogène, mais en fait la majorité des paysans dans le monde utilisent la traction animale au mieux, sinon la traction humaine. Donc c'est aussi une approche, voilà, de solidarité, j'ai envie de dire, est-ce que c'est possible que tout le monde accède au tracteur dans les contextes environnemental actuels? Je ne pense pas. Donc c'est une façon aussi d'avoir un espace agricole à taille humaine. À chaque fois que moi je travaille avec le cheval, je me dis, bah oui, là ça me prend, je fais 1000 mètres carrés au labour, ça me prend 2 heures. Donc, en fait, pour moi, le tracteur, il nous donne une espèce de surpuissance, voilà, quelque chose qui a dépassé la capacité humaine de travail. Et c'est bien, je trouve, philosophiquement, de se rapprocher de l'animal, de se rapprocher de la terre, voilà, pour recadrer un peu les choses. On n'est pas des surhommes, on est capable de faire ça au quotidien. Et puis après, bien sûr, il y a le goût personnel. Voilà, ce que ça interroge aussi, et ça moi j'y tiens beaucoup, ce que ça interroge aussi en tant que ça ramène aussi sur le sens du travail, la qualité du travail. Le travail humain c'est ça, c'est aussi le contact avec le sol, le contact avec la nature. Enfin pour moi paysan c'est ça qui est important. Et c'est toutes ces interrogations là, moi qui chemine dans ma tête,
depuis que j'utilise le cheval. C'est pas que des questions purement passionnées de relation avec l'animal, ou des questions économiques, mais c'est aussi des questions un peu sociologiques et philosophiques. Donc, bref, on pourra en parler si ça vous intéresse. Et je me permets de faire une petite aparté, mais pas qu'une petite aparté, parce que la journée là, elle est co-gérée ou co-animée avec le réseau Fer à Cheval, le réseau armoricain pour la promotion des équidés utilitaires. Donc moi je milite un petit peu moins, mais dans ce réseau, voilà, qui est sur toute la Bretagne, et qui fait un gros boulot justement pour faire la promotion du cheval utilitaire, mais pas que au niveau agricole, aussi dans les collectivités, ramassage de poubelles, etc. Bon, forcément, quand on se pose la question de l'usage du cheval aujourd'hui dans une ferme, ça renvoie tout de suite à la problématique de la technologie, quelle place pour la technologie dans les fermes, et comment ça avance, et comment les jeunes vont s'installer aujourd'hui avec cette technologie-là, ou pas d'ailleurs. Et puis il y a quand même une question de fond pour nous, pourquoi on n'arrive pas à faire reconnaître l'énergie animale comme une énergie renouvelable. Et ça c'est vraiment une revendication, donc encore une fois, moi l'idée aussi c'est de pouvoir partir avec des pistes d'action qui émanent d'une réflexion un peu collective, quoi. Je voulais juste faire un petit point un petit point historique, c'est pas mon domaine, mais quand même, sur pourquoi le cheval a disparu. Alors ça paraît tellement évident qu'on ne sait même plus pourquoi et comment, mais vouloir refaire un petit retour sur l'industrialisation de l'agriculture, et la généralisation de la motorisation. Bon, déjà de dire que, contrairement à ce qu'on pense, le cheval était largement capable de subvenir aux besoins de la population, puisque avant l'usage massif du tracteur, la première crise de surproduction a lieu en 1890, alors qu'il n'y avait que des chevaux. Donc ça veut dire que, pas tous ceux qui disent oui, mais comment on fait, sans les tracteurs, bah oui, mais à l'époque, ils ont réussi à surproduire alors qu'il n'y avait pas de tracteur. Bon, il faut mettre ça en rapport avec la population mondiale, forcément. Mais quand même. Plusieurs révolutions agricoles, mais la deuxième révolution agricole, la motorisation, s'appuie sur la révolution industrielle, accompagnée par la chimie et la spécialisation dans les fermes, et entre régions aussi. Donc, dans ces processus-là, les fermes qui ont le plus de capitaux accèdent en premier à la mécanisation, donc en particulier les céréaliers, et le développement, la production augmente par UTH, ce qui fait disparaître du même coup les petites fermes et favorise un exode rural. Le cycle commence, c'est-à-dire que forcément on augmente la production par UTH, et tous ceux qui n'ont pas accès à la mécanisation ou qui ne sont pas suffisamment productifs, ils disparaissent, ils vont un petit peu, comment dire, rejoindre les villes pour augmenter la main-d'œuvre liée à l'industrie. Donc l'industrie, elle gagne sur tous les tableaux un petit peu. Elle vend des tracteurs et elle permet aussi d'avoir des bras en vendant ces mêmes tracteurs. Donc il y a quand même plusieurs étapes dans le processus de motorisation. Le premier, c'est l'usage du tracteur à faible puissance qui a été utilisé pour tracter les outils de traction animale. Donc c'est peut-être que certains s'en souviennent, mais les tout premiers tracteurs, ils n'étaient pas équipés comme nous. Voilà, c'était juste des moteurs en fait sur roues et qui permettaient de tirer les outils de traction animale. Et la deuxième étape, ça a été l'usage du tracteur à puissance moyenne, 30 à 50 chevaux, équipé d'un relevage, et qui exige des outils spécifiques. Et c'est là que commençait à disparaître le cheval, parce que tant qu'il y avait, et sur la même ferme, des outils, on va les voir peut-être, moi je ne suis pas très bien équipé, mais il y a des outils traînés, et un tracteur qui permet de traîner ces outils, il y avait une cohabitation possible entre le tracteur et le cheval, mais à partir du moment où on est sur des outils spécifiques, c'est-à-dire des outils qui exigeaient un relevage, ça a été la fin des chevaux, puisque c'était difficile pour les paysans d'avoir un double équipement. Bon, tout ça dans un contexte post-guerre quand même, où le plan Marshall quand même n'était pas là pour rien pour les Américains, c'était aussi pour vendre du matériel et puis vendre de l'industrie. Bon, tout ça c'est un petit peu un rappel historique, mais pour resituer un petit peu le pourquoi de la fin des chevaux. Donc sans remettre en cause les avantages de la mécanisation, je ne suis pas dans le dogmatique ici, hein, puisqu'on a les deux. On peut quand même constater, et ça c'est plus une position on va dire, politique et confédération paysanne, que sa progression est corrélée avec l'augmentation des rendements et de la production, et du productivisme, et donc la restructuration du secteur agricole et la disparition d'un grand nombre de paysans. Pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que maintenant je pense qu'on est encore dans une autre transition technologique,
Parce que jusqu'ici, on était sur de la motorisation dirigée, on va dire, par les humains. Et là, on passe sur la robotisation, l'automatisation, où on voit les premiers tracteurs connectés, les premiers tracteurs sans chauffeur. Et là, je pense que, voilà, je vous parlais qu'il y avait des révolutions mécaniques et des révolutions agricoles, et je pense qu'on est dans cette phase-là. Et ça pose vraiment des questions, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de parler de traction animale, parce que c'est un angle d'attaque pour se poser des questions sur quelle prise on a, nous, en tant que paysans, sur la mécanique. Et de savoir si la mécanique est au service des paysans ou si c'est les paysans qui sont au service de la mécanique. Alors, avant de passer la parole à mes collègues, souvent on nous fait leur reproche, oui, mais en nous disant que le tracteur a quand même permis de soulager l'effort humain, et ça c'est vrai. En même temps, il y a d'autant plus de stress aujourd'hui, de détresse chez les paysans, donc on peut se poser cette question-là. Il y avait de l'effort important, mais il y avait aussi une communauté paysanne, voilà, et de la solidarité qui permettait de compenser ces efforts-là. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ce temps-là, mais le fait d'avoir augmenté la production par une ETH grâce à la mécanisation, entre autres, et la chimie, a fait agrandir et restructurer les fermes et éloigner les paysans les uns des autres, voire les a mis en concurrence. Ce qui participe en grande partie, je pense, à la solitude et aux détresses des paysans. Donc, juste pour rappel, il y a 1,3 milliard d'agriculteurs dans le monde, 430 millions utilisent la traction animale, 30 millions utilisent le tracteur, et les autres, 800 millions, travaillent manuellement. C'est ce que je vous disais en préambule. Donc c'est bien de resituer ça aussi par rapport à nous, à la conf, on aime bien agir local mais penser global. Donc penser nos actions à l'échelle mondiale et voir si notre système il est universalisable. Est-ce que la mécanique, est-ce que comme le prétend Macron, génétique, robotique, numérique, ça puisse être généralisable à l'ensemble de la planète? On peut se poser la question. En tout cas, nous, le fait d'utiliser le cheval, ça nous permet de nous poser la question. Pour amorcer la question sur pourquoi le cheval énergie renouvelable, pourquoi il n'y a pas de reconnaissance. Donc, les énergies renouvelables reconnues sont le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydraulique et la géométrie. Et le cheval rentre parfaitement dans les catégories de ce qu'on peut appeler une énergie renouvelable, puisqu'il ne produit pas de déchets, il ne pollue pas, et il s'auto-renouvelle. Il suffit de l'herbe, enfin il valorise la photosynthèse via l'herbe. Donc pour moi, je pense que c'est pas un problème technique, c'est pas un problème, on va dire, mécanique ou quoi que ce soit, ou de correspondance entre l'énergie cheval et ce qu'est une énergie renouvelable. C'est un problème de paradigme, d'idéologie. C'est-à-dire qu'on a, à mon sens, on est dans une idéologie de la modernité qui fait un copier-coller avec la technologie, quoi. Ça doit être linéaire vers l'avancée technologique. La modernité, pour moi, des retours politiques qu'on a, ils ne la conçoivent que dans cette progression technologique infinie. Et donc nous, c'est ça aussi qu'on réinterroge avec l'usage du cheval, c'est de dire la modernité, ça peut être autre chose qu'une progression vers la technologie et de façon infinie. La modernité, c'est d'apporter des solutions à des problématiques contextuelles, systémiques qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des problèmes d'environnement, on a des problèmes liés à la qualité de l'eau, on a des problèmes de pollution, de réchauffement climatique, et le cheval peut être une piste, c'est pas la seule, mais ça peut répondre en partie à ces problématiques. Et donc dans tous les panneaux qu'on voit ici autour, il est décrit des usages du cheval, que ce soit dans la vigne, que ce soit de façon solidaire, que ce soit effectivement dans les villes, comme ça a été cité tout à l'heure, qui répondent à ces problématiques-là. Alors c'est des petites réponses, mais nous on aimerait que ces petites réponses elles soient soutenues autant que les réponses que peuvent apporter le numérique ou la robotique, quoi. Le GPS dans l'agriculture, il va être subventionné, c'est certain, soit via la PAC, soit via des plans de relance régionaux, etc. Et ça, il n'y aura pas de problème pour accéder à ces subventions-là, parce que dans la tête des politiques, il n'y a que cette modernité-là qui compte. Et nous, notre problématique, c'est de dire pourquoi on n'a pas accès à ces enveloppes-là, pourquoi on n'a pas accès à cette réponse-là politique. Et c'est la question qu'on posera, qu'on n'arrêtera pas de poser, jusqu'à ce qu'on ait une réponse positive. Voilà. Ça, c'était le point un peu revendication de Confédération Paysanne, mais je pense que c'est important puisque c'est un salon à la ferme. Et je laisse mes collègues présenter leur ferme et pourquoi ils ont choisi tel et tel parcours technique.
Eh ben, bonjour à tous. Moi, je suis Gabriel. Je me suis installé en 2018 à Plévon dans les Côtes d'Armor avec ma compagne. On s'est installé en maraîchage diversifié et production de petits fruits. Donc, on a un gros hectare de légumes et un demi-hectare de petits fruits actuellement. Voilà, et donc on a fait le choix de la traction animale pour le coup sans tracteur sur la ferme, même si on dépend évidemment de. On dépend aussi parfois des tracteurs des voisins, notamment pour le foin, pour le fumier sur lequel on n'est pas autonome. Donc ça reste un système mixte. Et donc comment on en est arrivé à ce choix-là? Moi j'ai fait une formation en polyculture élevage et je pense que la place de l'animal avec nous et la place de l'animal dans la fertilité des sols en général, elle est justifiée, voire essentielle. La place de l'élevage en fait dans notre société, ça aussi c'est une question qu'on pourrait se poser par rapport à l'attraction animale. Et donc on a fait ce choix-là en venant par l'animal, ne sachant pas si on voulait faire de l'élevage ou bien une production végétale. Et en fait, le maraîchage et les petits fruits, ça nous a permis de lier un petit peu les deux et d'utiliser le cheval dans une production où il est efficace aujourd'hui. C'est beaucoup plus de temps de travail et s'installer en élevage ou en céréales, en traction animale, ça nous semblait plus compliqué. Voilà. Après, niveau technique, on a fait le choix d'utiliser des outils plus ou moins modernes. Pour tout ce qui est travail du sol, c'est pour le moment des outils anciens. Enfin anciens, relativement anciens. Et pour ce qui est de l'entretien des cultures, ça a défini tout le plan de notre jardin, que ce soit les petits fruits ou les légumes. On a choisi un porte-outil qui s'appelle le bûcher et qui permet de mettre du matériel de binage moderne et faire du binage multirang à cheval. Ce qui, je pense, qui est essentiel aujourd'hui si on veut cultiver une certaine surface, ou en tout cas, nous on veut en vivre et ça nous semblait essentiel dans notre système. Ce qu'a soulevé Stéphane, c'est que ça prend aussi plus de temps, l'attraction animale. On a moins d'énergie disponible et il faut ménager sa monture, il faut nous ménager aussi. Et pour réussir à faire en traction animale et bien le vivre, et niveau temps de travail et niveau rémunération, on choisit de se pencher aussi beaucoup sur les modes de commercialisation, réfléchir là-dessus, bien valoriser nos produits, afin de faire le moins de compromis possible sur la production et pouvoir garder ce mode de production qu'est l'attraction animale, qui nous semble vraiment sensé aujourd'hui. Cette année à Dolo, à côté de Jugon-les-Vaches, en 2009, sur 2,5 hectares. J'avais l'objectif de me lancer en agriculture sans vouloir forcément être maraîcher, mais je voulais absolument travailler avec des chevaux de trait que j'avais déjà. Et donc 2,5 hectares, ça m'a permis d'être en traction animale à 100%. Enfin, c'est jamais 100% parce que justement on veut garder des liens avec les voisins qui ont des tracteurs et qui nous aident. Donc j'ai démarré comme ça avec vente directe sur les marchés d'un tonne de légumes en plein champ. Et plus tard j'ai pu récupérer un peu de terre, donc j'ai pu amener des animaux, donc un peu de bretonne tout noir, un tout petit cheptel de 6-7 vaches, dans la même logique que Gabriel, pour avoir de l'élevage, une rotation entre les céréales, la prairie et les légumes. Et il y a 6 ans, ma compagne m'a rejoint sur la ferme. Donc sur un bon hectare de légumes, on arrive à vivre tous les deux. Et plus la vente de veaux en caissette, mais ça c'est un peu marginal à côté et toujours quasiment à 100% traction animale. C'est devenu, c'était pas un dogme au départ, mais c'est devenu un peu un défi d'être le plus autonome possible. Et de trouver des solutions, ça m'intéresse, de trouver des solutions techniques avec des nouveaux matériels, une nouvelle façon de faire, pour notamment au niveau du foin réussir à le faire par nous-mêmes. Parce que jusque-là, j'arrive à faner, endainer et ramasser les petites bottes avec une charrette, mais je n'arrivais pas à faucher ou à botteler. Et l'année dernière, donc Stéphane voulait que je parle un peu de ça, j'ai choisi, malgré mes convictions de départ, de passer au moteur auxiliaire. Ça a commencé avec une faucheuse qui était d'origine, que j'ai récupérée, qui avait un moteur Bernard. Et je me suis dit, une fois que tu as un moteur, tu peux en avoir deux. Et je me suis dit que c'est bête de multiplier les moteurs. Donc j'ai acheté un moteur moderne Honda 13 chevaux que j'ai mis sur un Avrotrain que j'avais déjà. Enfin, c'est des lycéens de Saint-Hilaire qui ont fait, un lycée professionnel qui a fait ça.
Et depuis, ça me permet d'avoir un petit gyrobroyeur de 90 cm de large, une botteleuse Garnier qui fait des bottes de basse densité, et ces deux outils, et je pense à un lamier de faucheuse, double lame moderne qui pourrait être beaucoup plus efficace que les vieilles faucheuses. Mais bon, là c'est un investissement de plus, et je suis plus en train aussi, en parallèle, de travailler avec une vieille faucheuse et de mettre un lamier moderne dessus. Enfin, je réfléchis à ça pour pas généraliser le moteur non plus, ça serait dommage. Mais je suis très content des essais de l'année dernière, parce que c'était nouveau. Dans le sens où ça m'a permis de faire des choses que je faisais faire, donc d'être plus autonome au niveau du foin. Je fais que 2,5 hectares, donc c'est faisable. Et d'intervenir pile au moment où je veux, de faire des petites parcelles de 1,5 hectare et d'y arriver, quoi. Et aussi au niveau du gyrobroyage, j'ai trouvé ça, mis à part le bruit, mais bon, je mets un casque et le cheval il est plus éloigné que moi, et le bruit sur un moteur moderne c'est pas si élevé que ça. Enfin, je trouve ça assez agréable et pratique d'intervenir au moment où on veut avec son matériel. Et après on va vers du pétrole, mais je veux dire c'est justement la traction humaine, comme c'est pas un dogme de travailler sans tracteur, je suis ouvert au tracteur. C'est peut-être un bon intermédiaire en attendant d'accéder à du matériel 100% traction animale qui existe maintenant mais qui est très onéreux. Et voilà, ça permet aussi un seul moteur pour différents outils d'être plus autonome, avec une consommation assez faible. Après, voilà, en parallèle, je continue de réfléchir à des matériels 100% traction animale, mais c'est pas évident. L'accès au matériel est difficile. Sur le maraîchage, c'est beaucoup plus facile d'être 100% traction animale parce que les charrues, les brabants ordinaires, les bineuses, les herses plates, les canadiens et tout ça, on en trouve assez facilement et ça marche très bien. En traîne directe, il n'y a pas mieux. Et pour la partie foin ou broyage, enfin dans les communes, broyage et tout, c'est plus facile quand même d'avoir un moteur pour tout ce qui est prise de force, avoir de la vitesse et faciliter le travail du cheval aussi. Mais quand même faire travailler le cheval. Avant de passer aux questions, moi je voulais revenir sur une chose qu'a dit Gabriel, là, qui était intéressante quand même, c'est sur la valorisation des produits. Parce que la mécanisation et la surmécanisation, quand même, ça diminue la valeur des produits. C'est-à-dire que nous, effectivement, on n'a pas une capacité de production. On a celle qui correspond à nos moyens énergétiques. Et si je produis un demi-hectare de poireaux avec mon cheval, à côté de chez moi, je vais avoir aussi le plus gros producteur de poireaux d'Europe, là, qui est juste à 20 km, qui va lui produire 40 hectares de poireaux avec une machine à 1 million d'euros. Donc forcément, la mécanisation, elle a cette problématique-là, je le répète, c'est qu'elle augmente la production par une UTH et elle diminue la valeur des produits. Et dans la réflexion qu'on a sur le revenu agricole, je pense que ça devrait être une vraie réflexion à se poser, quoi. En complémentarité de l'usage de la chimie, en complémentarité de la spécialisation de l'agriculture, qui a favorisé largement la surproduction. Mais la mécanisation, c'est un vrai levier pour ça. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à interroger, parce que je pense que c'est un paradigme qui est rentré dans la tête qu'on ne peut rien faire sans le moteur, quoi. Et ça, c'est vraiment une interrogation qu'on se pose, quoi. Donc comment faire pour que nous, paysans, qui avons fait un choix qui est quand même plus durable, plus périn, je pense, puisse être valorisé correctement dans nos revenus et pas trop mis en concurrence avec des moyens mécaniques qui sont exponentiels, quoi. Maintenant les tracteurs ils font 2, 3, 400 chevaux. Donc la question c'est où est-ce qu'on s'arrête. Moi je me suis toujours posé la question de savoir quel serait le paysage agricole aujourd'hui si on avait eu le courage de limiter la puissance tracteur à 80 chevaux ou à 70 chevaux. Je me rappelle, mon père est là, il travaillait 45 hectares avec un 68 chevaux. Ça ne posait pas de problème, ça permettait aussi une certaine solidarité dans les chantiers. Puisqu'on était obligé, pour certains gros chantiers, de faire appel aux voisins. Aujourd'hui, comme je le répète, il y a quand même une certaine solitude, puisque maintenant, avec les tracteurs, la puissance tracteur, tout est délégué, soit à l'entreprise, soit on fait tout seul, quoi. Donc, il est 15h. Moi, je propose qu'on échange, que vous posez des questions techniques, pas techniques, politiques. Le travail du cheval, c'est un seul cheval ou en binôme? Chez moi? Oui. Ça dépend, tous les travaux de sol c'est à 2. Ah oui, d'accord. Et là on a une pouliche qui travaillera bientôt. 2, 3, ça pourrait les soulager quand au printemps en fait on reprend. C'est aussi une problématique qu'on a aujourd'hui, ils nous servent plus. Enfin moi je me déplace en voiture. Donc on les prend là, on les cueille à la sortie de l'hiver, on fait tous les travaux de sol, c'est le plus dur de l'année et c'est le moment où ils sont le moins
s'entraîner. Et je pense, enfin, on en parlait tout à l'heure, si on veut faire les travaux de sol, 2 minimum, mais un troisième pourrait soulager. Bah, qu'on trouvait dans la ferme d'à côté à l'époque. Mais... Voilà. Alors les chevaux sont éduqués à la parole. Bah, et puis au guide. Enfin, Michel? Ouais, tous les trois là, vous parlez de, en fait, de reconnaître la valeur des produits à partir de l'attraction animale, à partir de tout ce qu'on peut faire de façon plutôt naturelle. Et je trouve que le contexte aujourd'hui va plutôt dans l'autre sens, là où on ne parle plus que de pouvoir d'achat, c'est-à-dire on n'a plus d'argent pour acheter des produits agricoles, hein, on en a pour faire ailleurs, mais bon, bah, ça c'est, je ne jugerai pas, mais et comment on peut arriver à, parce qu'on est dans une phase un peu descendante, je trouve, enfin, à mon avis, de par l'expérience qu'on peut avoir les plus anciens, on a atteint un summum de considération pendant la période Covid où les clients sont revenus vers nous, vers vous, les gens qui travaillaient proprement. Et là, donc, il y a une réflexion à amener par rapport à ça. Et ça me fait aussi rebondir sur les aides publiques, où, notamment la PAC, où il y a toujours 80% des aides qui vont à 20% des agriculteurs. Pourquoi on n'arrive pas à faire reconnaître, dans le deuxième pilier notamment de la PAC, qui devait un peu corriger les erreurs du premier pilier, et on a axé tout, comme tu le disais Stéphane, sur le numérique, la robotisation. Et alors, ici on est des gens qui normalement participons par nos impôts aux aides publiques, à financer les aides publiques, parce que ça ne tombe pas comme ça du ciel. Je pense qu'on a un sacré pouvoir à dire, non, nous on veut que nos impôts ils aillent à ceux qui protègent la planète, parce qu'en gros c'est ça, hein. Plus il y aura d'arbres, plus il y aura d'herbes, plus il y aura moins de concentration et tout ça, plus on va protéger nos ressources qui sont importantes, nos ressources primaires. Et est-ce que, pour Stéphane qui est un peu plus engagé dans la politique et les revendications conf, tu penses qu'on pourrait faire accepter cette notion d'éco-conditionnalité liée aux aides PAC? C'est-à-dire que 80% des aides devraient aller à 80% des paysans au moins, quoi. Ouais, moi je pense que, enfin bon, après c'est mon point de vue de syndical, on va dire, mais c'est pas forcément le point de vue du syndicat, mais c'est mon point de vue de syndicaliste. Et c'est un point de vue sociétal aussi. Ouais, mais je pense que c'est possible si on arrive à emmener avec nous la société. Donc, parce que là on est de moins en moins de paysans. Déjà on est à la conf, on est paysans minoritaires, donc on pèse rien, et en plus on est de moins en moins, on va dire, entre guillemets. Et il va y avoir la problématique de renouvellement des générations là, qui arrive, donc ça va être une vraie problématique. Donc il faut emmener, à mon avis, avec nous toute la société et faire la promotion de l'agriculture paysanne, pas que par les paysans, mais par aussi tous ceux qui veulent bien nous accompagner. Et c'est pour ça que la conf est engagée dans la plateforme pour une nouvelle PAC. Donc cette plateforme-là qui a agi sur la rénovation de la dernière PAC, mais qui a échoué, puisque là on a échoué. Elle continue son chemin en faisant converger toutes les associations qui vont un peu dans le même sens de ce que tu dis, c'est-à-dire promouvoir une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement et qui est pérenne, c'est-à-dire qui n'épuise pas l'ensemble des ressources. Alors après c'est un gros pari, parce qu'en face il y a quand même des sacrés lobbies, on n'est pas tout seul. Mais je pense que c'est possible en faisant reconnaître aussi la valeur des produits. Et je pense que là, il y a un vrai problème, notamment sur l'agriculture biologique. C'est-à-dire que l'agriculture biologique, on n'a pas su défendre la philosophie de l'agriculture biologique. On est parti, il y a maintenant de l'agriculture biologique industrielle. Et ça fait une espèce de défiance vis-à-vis des consommateurs, et voilà, qui s'y retrouvent pas forcément, pour ceux, moi, qui étaient les plus engagés. Donc moi à la conf, je milite pour le label agriculture paysanne. Voilà, faire un effort de pédagogie auprès des consommateurs pour qu'ils s'engagent par leur consommation à aller vers des circuits ou au moins des produits qui soient faits de façon
durable, enfin durable, je sais pas, c'est pas le mot, j'aime pas ce mot-là, mais de façon humaine. Et qui correspondent à la charte de l'agriculture paysanne. Voilà, parce que quand on regarde l'usage du cheval, nous on est en plein là-dedans. Transmission, répartition des volumes, travail avec la nature, qualité des produits, tout ça, c'est le fil conducteur pour les paysans militants à la conf, c'est le fil conducteur politique, voilà, c'est vers ça qu'on veut aller. On ne dit pas qu'on y est, on veut aller vers ça. Et c'est ça qu'il faut défendre. Après, c'est difficile. Et quid de l'accès à la terre, de l'accaparement de la terre par les lobbies, ça c'est un des problèmes de base aussi, pouvoir avoir accès à quelques hectares pour produire cheval ou autrement. Mais ça rejoint le problème de la mécanisation, parce que en fait, la mécanisation accélère l'accaparement. Je vais prendre l'exemple de la méthanisation. La méthanisation ne serait pas possible sans des tracteurs qui vont à 50 km/h, qui sont capables d'aller très loin chercher des volumes d'ensilage. Voilà. La révolution mécanique, on va dire, elle permet l'accaparement, pas seulement des terres, mais des ressources. Oui, la mécanique, oui, mais aussi les politiques. Ah, les politiques, bah, bien sûr. La politique, les deux sont liés, puisque c'est tout le système qui est mis en place, les affaires, etc., etc. Comme disait Michel, la PAC, c'est un levier énorme pour orienter les systèmes agricoles, et pour l'instant, elle l'oriente à un système agricole industriel, intensif, et qui s'accapare et les terres et les ressources. Et l'eau, par exemple, là, il y a une grosse bagarre sur l'eau. Je pense que ça va être une grosse problématique à venir, et y compris en Bretagne. Là, il y a un gros enjeu là-dessus. C'est pour ça que nous aussi, en tant que déjà installés, on a un gros travail à faire sur le terrain, parce que nos gouvernants, c'est pas du tout leur politique, c'est plus comme disait la technologie, la robotisation, etc. Nous couper du vivant et de la terre pour qu'on soit enrobé de technologie, qu'on soit dépendant de tout, qu'on doit tout acheter et qu'on soit peu nombreux. Et nous, à la base, on milite pour plein de petites fermes et s'entraîner et être sur des choses raisonnables. C'est pour ça qu'on a pas d'aide, mais en plus on doit faire beaucoup de choses, c'est-à-dire installer des jeunes, prendre des stagiaires, aller faire des journées comme aujourd'hui. On nous demande beaucoup avec moins de moyens que les autres, on va dire. Et on doit le faire parce qu'on voit bien que là-haut, il n'y a aucune reconnaissance de tous ces mouvements de paysanat, de retour à des choses raisonnables et qui créent de l'emploi. Parce que le problème de nos fermes, c'est qu'il faut être nombreux, et c'est pas un problème en fait. On nous dit mais où est-ce qu'on trouvera la main d'œuvre et tout, et nous on a plein de stagiaires qui veulent des petites fermes, des petites structures pour produire des légumes, ce qui est le plus rentable à l'hectare. Et très simple en plus pour l'environnement et la santé. On a des solutions de terrain, mais on n'a aucun encouragement, aucune reconnaissance pour que ça se développe. Donc c'est à nous de tout faire, les organismes, le réseau ferme. Il y a un gros problème d'image, je pense, avec la traction d'image, parce que quand on fait un hectare de maraîchage avec un micro-tracteur, ça paraît tout simplement normal. Dès qu'on passe à la traction animale, on est accusé de retour en arrière d'image vieillotte, alors qu'on fait la même chose avec des choses plus cohérentes, plus performantes, même. Et plus agronomiquement cohérente aussi, mais ça bloque au niveau de l'image, comme le retour en arrière. C'est un problème de paradigme, et c'est ce que tu dis, c'est hyper juste, c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus pertinentes à faire avec le cheval qu'à faire avec la mécanique. Je pense à un exemple précis, c'est un copain qui utilise le cheval pour aller nourrir ses cochons. On le dit au début, il ne le faisait pas juste par passion, mais il s'est aperçu que c'était le moyen le plus efficace pour lui d'aller nourrir ses cochons. Il avait essayé le tracteur qui... l'hiver, dans les parcs à cochons, on marquait énormément le terrain, et puis il faut monter, il faut descendre. Il a essayé les quads, c'était la même chose, il faut monter, il faut descendre, et c'était un peu problématique. Et le mulet, il a un mulet, il avance maintenant tout seul, il sait exactement où il faut s'arrêter, et lui, ça lui laisse du temps pour aller nourrir de gauche et de droite, et être en contact avec ses cochons. Pas de pollution, pas de tassement de sol. Et comme tu dis, c'est là lui, il a trouvé, non pas par passion, non pas par idéologie, une solution efficace qu'il a adoptée, qui lui prend pas plus de temps, mais le regard sociétal, il est, c'est arriéré, voilà. Donc il y a un vrai problème de paradigme sur encore une fois, sur ce qu'est la modernité et le lien à la technologie. Bon, c'est un combat, mais on est des résistants en fait. C'est ça que tu as souligné, c'est qu'on est un peu tout seul. Et bon, il est politique, il est grand temps qu'ils se réveillent et qu'ils nous apportent des solutions qui soient autres que celles qui nous annoncent.
Parce qu'effectivement, on a beau être résistant, je ne suis pas sûr qu'on résiste très longtemps. Mais sur cette problématique-là, je pense que la société en général, elle est assez en phase avec ce que la conf, par exemple, revendique, quoi. Le problème, c'est que il faudrait intégrer dans le prix la notion environnementale, tout ce qui contribue à la qualité environnementale, à la création d'emplois, hein, parce que vous créez plus d'emplois que l'agriculture industrielle, je m'imagine. Imaginez ce que pourrait être le territoire avec un modèle comme vous défendez, c'est important. Et là, ça rejoint les collectivités et les communautés de communes. Il y a des gens des communautés de communes, mais moi je me suis aperçu, en pratiquant les communautés de communes, j'ai été élu dans le coin, quand il s'agissait de parler d'agriculture, allez voir la chambre d'agriculture. On bottait en touche très vite. C'était pas l'agriculture, c'était pas trop le domaine des communautés de communes il y a quelques années. Et aujourd'hui, je pense que c'est un levier qu'il faudrait actionner. Il faut voir les budgets, 1 milliard d'euros, un aglo, là, et tout ça. Là. Donc, il faut intégrer dans cette démarche-là, au niveau des collectivités, l'intérêt de défendre les territoires, de défendre l'emploi, de défendre l'environnement et l'agriculture de qualité. Et le deuxième pilier de la PAC, justement, oui, il devrait être fait pour aller dans ce sens-là. Et ce qui n'est pas, comme vous dites, n'est pas le cas aujourd'hui. Et peut-être que la gestion de la PAC serait plus intéressant de gérer surtout le deuxième pilier au niveau de... Enfin, il y a quelques éléments de gestion, mais c'est très limité. Mais au niveau de la région, par exemple. Sous réserve que la région soit dans ce sens-là. Ah bah exactement. Parce que la région, des fois, elle dit, oui, mais en fait, elle soutient dans la même main l'extension des poulets industriels. Des fois, on a un peu de mal à savoir où se place la région. Et les biométhaniseurs aussi. Et les méthaniseurs, enfin, plus maintenant, mais... Ouais. Je voudrais poser des questions, sans parler de travail elle-même, mais combien de temps vous passez pour préparer les animaux avant d'aller au champ, pour ranger les animaux et l'équipement après, et combien de temps est passé le jour où l'animal ne sert pas? Le jour où il n'a pas d'utilité, il y a quand même le soin et tout ça. Je voulais savoir à quel niveau c'est chronophage, tout le travail autour des chantiers. Oui, je veux bien répondre pour ma part, et puis après je laisserai mes collègues répondre, mais ça c'est une vraie problématique, c'est qu'il y a quand même le temps de préparation, et c'est beaucoup plus facile de monter dans le tracteur et de tourner la clé. Après, si on prend soin de son tracteur, ce qui n'est pas toujours mon cas, mais on devrait tourner l'hiver la clé, le laisser tourner quelques minutes et s'en servir après. Donc finalement, le temps il peut être compressé, il peut être extensible aussi avec le tracteur. Mais ça veut dire qu'il faut bien réfléchir son système. C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir à l'intégration du cheval dans les espaces de la ferme, quoi. Où est-ce qu'il est, où est-ce que je le mets, et qu'est-ce que je fais pendant qu'il est là, attaché. Ça, c'est vraiment une réflexion. Moi franchement, on va les visiter, mais bon, après, nous, on n'est pas très modernisés, on va dire. Enfin, on n'a pas de bâtiment, tout ça, mais la gestion des espaces, elle est assez fonctionnelle pour moi, parce que là, c'est là où je prépare mes légumes, c'est là où sont attachés mes chevaux. Là, j'ai un paddock, on va aller voir, les chevaux, ils sont juste à côté. En 1 minute, j'ai pris mon cheval, je l'ai attaché là. Pendant qu'il mange ses petits granulés, je fais autre chose, dans mon tunnel ou quoi. Après, je mets le harnais, et puis ça me prend grosso modo 5 à 10 minutes, quoi. Mais pas... Après, j'essaye d'optimiser, une fois qu'il est attelé, à l'avant-train ou qu'il est garni, d'optimiser les travaux. C'est-à-dire que souvent, il va faire la tonne à eau, parce que nous, ici, j'ai réussi à... Enfin, on a une contrainte, et en fait, d'une contrainte, j'ai fait quelque chose qui peut être un peu positif, c'est que cette contrainte, c'est le portage de l'eau, parce qu'on a des terres qui sont très morcelées. Et le portage de l'eau, avec un tracteur, c'est une connerie, parce qu'en fait, une tonne... Bon, à moins qu'on emmène 4000 litres d'eau d'un coup, mais la mienne, elle fait 1000 litres ou 1500 litres. En fait, l'énergie déplacée, l'énergie pour transporter l'eau, c'est rien, quoi. Donc le tracteur, il se balade tout seul, quoi. Surtout à 90 chevaux. Donc ça, on essaye de le faire avec le cheval. Et puis ça les maintient en forme tout l'hiver. Tout l'hiver, j'ai cette relation-là au quotidien, j'aime bien, j'emmène ma flotte avec les chevaux. Donc j'essaye de mutualiser ça pendant que la tonne remplit, je vais faire autre chose.
et une fois qu'il revient, je vais m'en servir pour aller dans les tunnels et tout ça. Donc c'est plus une réflexion d'organisation, pour pas perdre de temps, qu'autre chose. Je trouve pas que je perds plus de temps qu'avec le tracteur, mais c'est juste parce qu'il faut l'intégrer dans le système. Faut pas que ça soit en plus et que ça te... aller prendre ton camion pour aller chercher ton cheval ou je ne sais quoi, ça c'est pas possible, quoi. Je sais pas comment vous faites, mais... Bon, moi je suis vraiment d'accord avec ça. Après, quand ils travaillent pas, tu posais la question du temps. Moi, c'est pas le temps de travail, c'est plutôt l'astreinte. Dans des systèmes maraîchers, on introduit l'animal, donc tout l'hiver, il y a une astreinte qui n'est pas un temps de travail énorme, mais c'est 2 fois par jour. Donc ça, je trouve que ça change vraiment par rapport à un système maraîcher sans animaux. Et puis après, bah, le reste, ouais, c'est pareil, entre 5 minutes et un quart d'heure, selon si tu en attelles un ou deux. Et quand j'attelle en paire, c'est pas pour aller travailler 10 minutes, on essaie d'organiser le travail, c'est ce que dit Stéphane. Voilà. Et la ferme pour que ça colle. Pareil, sauf des fois, c'est vrai que quand on attelle une paire de chevaux, mettre tous les harnais, ça peut prendre 15-20 minutes si on prend son temps. Et les stagiaires, ils trouvent ça long au départ. Certaines fois, ils disent on perd du temps avec ça. Et ben, par la suite, par contre, dès que tu attelles, c'est que tu as organisé ta journée pour que tes chevaux, avec ces mêmes harnais, ils soient efficaces. Et que, ben, il y a la pause du midi où tu te dégarnis, mais c'est par demi-journée que je fonctionne. Le harnais, il faut qu'il ait été pensé par rapport à ce qu'on va faire et qu'il ne faut pas changer de harnais au cours de... Si c'est un harnais en très simple ou avec une sellette et une dossière, ben, on fait le choix dès le début de comment on va s'organiser pour utiliser le même harnais toute la matinée ou toute l'après-midi. Ou alors, il y a aussi l'histoire de l'avant-train qui peut être polyvalent. Ça m'arrive d'atteler sur l'avant-train, d'emmener une botte de foin aux vaches. Après, ça va être le tonneau d'eau, justement, un peu plus loin aux chevaux, aux autres chevaux. Et avec ce même avant-train, je peux mettre un petit épandeur à fumier. Bon, si j'attelle dans l'avant-train, je fais tout ça à la foulée. C'est vraiment de l'organisation. Et puis aussi, je pense, sur nos fermes, on apprend à vivre tranquillement. C'est-à-dire qu'on ne se stresse pas si ça prend du temps d'appeler. Le cheval, si on veut aller vite, il faut un autre matériel. On est efficace et on est organisé, mais on n'essaye pas d'aller à fond, ça ne fait pas partie de notre philosophie non plus. Plus être efficace sur une année. Sinon, ouais, la saison, comme disait Gabriel, pour remettre en route un cheval à la saison ici, ben, c'est bien d'avoir effectivement emmené des tonneaux d'eau l'hiver, d'avoir entretenu le cheval, ou alors de verser de la prairie maintenant pour que pour les labours, il commence à se muscler. On y va crescendo, et au début, on fait les premiers labours, mais des fois c'est encore un peu mouillé, donc ça tombe bien, comme ça on n'en fait pas beaucoup. On attend qu'il fasse plus doux, puis on échauffe, on les entraîne tranquillement. Mais effectivement, l'effet reprise à chaque saison, transition aussi avec la belle herbe qui va arriver et les travaux. Ouais. Ouais, c'est plus un commentaire par rapport au temps passé, c'est qu'il y a souvent un temps qui paraît masqué, même à l'utilisation des tracteurs, parce que avec la généralisation de la motorisation, de plus en plus, il y a plein de fermes qui ont plein de tracteurs, c'est un tracteur, un outil, c'est-à-dire qu'ils attellent plus, non. Et il faudrait voir, à chaque fois, c'est pas dire je tourne avec les contacts, c'est je démarre le tracteur, je dételle, je vais à l'autre outil, je rattelle. Et pareil, là, il faut s'organiser, parce que s'il faut faire ça toute la matinée, ça va pas. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu, c'est pas un faux problème, mais il y a des trucs d'organisation à penser. Ce sont de plus en plus faciles. Après, il y a quand même quelque chose que moi je voulais dire autre que ça, c'est que dans les petites fermes qui sont comme les nôtres, le poids financier d'un tracteur, c'est énorme, quoi. Dès que tu as une réparation, alors déjà, comme forcément on a un tracteur qui est pour... tu veux l'emmènes chez le concessionnaire, il va dire bah, je te le répare quand j'aurai le temps parce qu'il y a les 300 chevaux d'abord, tu comprends, eux ils travaillent, quoi. Donc ça, moi ça m'irrisse le poil, mais bon c'est comme ça. Et puis ça coûte énormément cher, quoi. Les réparations tracteurs, c'est énorme, quoi. Donc ça c'est pas négligeable, on n'a pas ce souci-là. Enfin, quand je parlais d'autonomie dans les fermes, ben voilà, le cheval c'est un outil de l'autonomie, quoi. Enfin, pour moi je le vois aussi comme ça. Et deuxième avantage quand même, enfin l'autre avantage c'est que nous ici on a 4 tracteurs. Par contre on a un travail contraint avec le tracteur assez souvent, puisqu'on fait de l'élevage, donc on a le portage des roues balaires, etc. Et il nous est arrivé d'avoir le tracteur en panne pendant une semaine, 2 semaines, et c'est le cheval qui prend le service. Moi, bon, c'est plus compliqué parce qu'il faut s'organiser autrement, porter les roues balaires avec le cheval et tout ça. On le fait avec le traîneau, mais c'est mon deuxième tracteur, quoi. Si le tracteur est en rade, je peux faire le travail de la ferme avec le cheval.
C'est arrivé 2-3 fois. On peut même maintenant on va en voiture à la traite, puisqu'on a une traite mobile. Mais avant, il m'arrivait d'aller à la traite avec le cheval. Donc ça nous a sauvé la mise, il faut reconnaître. Ou alors il aura fallu avoir un deuxième tracteur. Et là, c'est encore rajouter un poids financier supplémentaire sur la ferme. Et ça serait compliqué. Et quand c'est le cheval qui en parle? Eh ben, Combien de ici, remplaçants? non, mais ici, nous, on a 3 chevaux, enfin 2 chevaux de travail. à la place. Ouais. Non, mais c'est sérieux. Si on veut travailler avec une paire de chevaux, on peut se contenter d'une paire ou on doit avoir un remplaçant? Ouais, moi j'aime bien avoir 3 chevaux pour en utiliser 2, mais voilà. Après, c'est une problématique à soulever aussi, c'est que du coup, sur des fermes maraîchères, ça veut dire dégager un espace pour ça. Bon, c'est aussi possible de l'intégrer, moi je le fais ici aussi un peu, on l'intègre aussi sur la gestion des couverts. C'est-à-dire que le cheval, il pâture aussi des couverts végétaux qui sont intégrés au jardin. Et les chevaux, ils entretiennent aussi des espaces qu'on ne peut pas jardiner ou qu'on ne peut pas utiliser autrement. Donc ils font aussi ce qu'on peut appeler de l'éco-pâturage. Donc ça me permet d'avoir plus de chevaux. Peut-être que j'en ai besoin en fait. Mais ça c'est une vraie problématique, c'est-à-dire que si on est sur 1 hectare de maraîchage, il faut prévoir 1 hectare pour les chevaux en plus. Mais ça permet, dans l'idéal, ça permet des rotations. Et aussi l'accès au fumier de cheval aussi, qui est intéressant pour le maraîchage, c'est un vrai plus, quoi. Mais je rejoins ta remarque, hein, c'est vrai. Il y a une réponse aussi, je ne sais pas, c'était très à la mode à une époque de parler de diversification. Et dans la diversification, est-ce que vous réfléchissez justement à l'association de l'attraction de travail et de l'attraction de loisirs? À savoir, le chevalier en proie, là, il peut aussi animer, donc beaucoup de gens reçoivent du public maintenant dans les exploitations, reçoivent des enfants, des écoles, etc. Et cette demande, elle est très forte de balades, de promenades en calèche. On les voit beaucoup en ville, les balades. Et on ne les voit pas assez dans la campagne, justement, à montrer l'espace rural, et à montrer le paysage rural, et à montrer le travail des agriculteurs. Oui. Voilà. Ça, je l'ai fait, moi, tu sais bien, longtemps. Oui. Mais voilà, la place agricole fait que on a. C'est une activité. Oui, c'est une autre activité. Et il y a une autre activité qui pourrait être intéressante, c'est qu'on va manquer de chevaux là maintenant. On manque de chevaux parce que, alors là, pour l'efficacité, dans les vignes, ils sont très demandeurs de chevaux. À instaurer une filière cheval de trait. Pas dans le même sens que voilà, ce qui est en train de se faire maintenant, mais une filière qui part du territoire. Et ça, c'est aussi une possibilité de revenu, c'est-à-dire qu'une fois que tu as les compétences et le savoir-faire pour former des chevaux, tu peux en avoir un de plus, le mettre au travail, et puis le revendre quand il est prêt, quoi. Pour avoir fait un peu de balade en calèche, par exemple demain, moi j'ai la classe de ma fille qui vient visiter, donc il y aura un cheval d'attelé pour montrer aux gamins. Ça c'est du bénévolat. J'ai fait un peu avec la maison de la pêche qui a amené 3 classes une journée par an pour découvrir l'agriculture. Enfin, il n'y a pas le droit de dire agriculture biologique, mais agriculture raisonnée. Et ça prend du temps si on le fait, c'est parce que ça nous apporte quelque chose, on a envie de partager, mais c'est pas du tout rémunérateur. Si on demande quelque chose, ça va être 2 € par élève ou des choses comme ça, mais ça ne rémunère pas. Et c'est des petites. Mais c'est vraiment on le fait parce qu'on a envie de communiquer ce qu'on fait. Mais les balades en calèche, les Pères Noël et tout ça, c'est aussi parce qu'on aime bien faire plaisir aux pompiers ou à la conseil municipal du coin, mais c'est pas rémunérateur. Enfin, pour ce que j'ai fait, moi, c'est. Ou alors il faudra en faire une activité beaucoup plus importante, et là on n'a plus le temps d'être maraîcher en même temps. Ça peut se faire à partir de la ferme, je te rejoins. Il n'y a pas d'antinomie à ça, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est compliqué de tout faire, mais on pourra l'imaginer à partir de là. Souci. Et le coût d'un cheval aujourd'hui. Le prix? Oui, le prix. Ça, une fourchette je dirais entre 3005 et 7000. Si il travaille. Voilà. Formé. Ouais. En ce moment, parce que c'était moins cher. Oui, alors sur le cheval breton et sur les chevaux de trait en général, il y a eu une problématique contextuelle, c'est-à-dire que les Japonais sont maintenant très demandeurs de chevaux, voilà, pour la consommation, ce qui a fait un peu monter les prix. Mais il y a une interrogation aussi sur la filière chevaline et cheval de trait, c'est que la plupart des éleveurs, ils ont 50, 60, 70 quoi.
Et voilà, le renouvellement des éleveurs de chevaux de trait va se poser aussi, quoi. Et là, on commence à avoir une pénurie de chevaux. Ce qui peut poser problème aussi pour l'accès au cheval. Pour un jeune maraîcher, ça commence à devenir conséquent. Après, par rapport à un tracteur, à 7000 €, t'as pas un gros tracteur. Mais bon. Est-ce que vous préférez les femelles ou chevalons? Il n'y a pas d'importance entre mâle et en femelle et homme. Enfin, moi, je préfère les femelles. Mais pas quoi que non, je m'en fous. Un bon cheval, c'est un bon cheval. Il y a un truc qui n'a pas été évoqué par vous aussi, c'est qu'à chaque fois, c'est comme un poste de travail, mais ça peut être un poste de production. On parlait de la revente d'un cheval. Ouais. Mais c'est aussi la production, ça peut être un atelier de production. Ouais. Un poste de production. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que tu produis des outils. Ouais. Voilà. C'est vraiment ça. Oui. Ça peut être effectivement un atelier à part entière de la ferme. C'est-à-dire, moi, je l'avais un peu. Au départ, ici, c'était un peu ça en fait. C'est que moi, je fais de la formation. Vite, je suis formateur et au début, je faisais des stages de traction. Enfin, j'avais cette idée-là Bon, il se trouve que l'envie n'y est plus non plus trop sur la formation. Ça va peut-être revenir, mais voilà, le maraîchage a pris le pas. Mais c'est aussi possible d'avoir un poste de. Ça peut être un poste à part entière. Le travail des chevaux ou la formation des maraîchers ou l'accompagnement des maraîchers. Ouais. Ou l'élevage complètement, ouais. Est-ce que sur des petites surfaces comme les tunnels ou les endroits pas faciles d'accès, on peut activer du Shetland par exemple? Le problème du Shetland, c'est sa capacité de traction. Il y a une capacité de traction qui est limitée, donc tu vas avoir des outils de surface, quoi. Et tu vas pas avoir un gain supérieur à un âne en fait. Moi, j'utilise les chevaux de trait à l'intérieur des serres. Alors par contre, à l'intérieur des serres, je peux vous dire que ça a un sacré avantage. Parce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà planté des patates dans une serre avec un tracteur. Mais alors, c'est pas triste. C'est-à-dire que tu prends de l'air à l'entrée et tu... Donc ça a quand même... Enfin moi, je ne sais pas, vous travaillez forcément avec les chevaux dans les serres, mais ça a quand même un sacré avantage pour ça. Après, c'est vrai que l'espace est exigu. Alors moi, j'ai du mal à aller sur les côtés, vu que les serres, elles sont, comment dire, en forme arrondi. Les chevaux, ils penchent et ils ont les oreilles qui touchent les arceaux. Et c'est vrai que sur les côtés, je vais utiliser un âne, quoi. Et le Shetland, du coup, être petit, enfin, trop, la capacité de Le Shetland, la difficulté, c'est l'influx nerveux et par rapport à sa capacité de traction, des fois, qui, je trouve, ne correspond pas à notre usage quotidien. C'est plus calme déjà. Ouais. Donc, tant qu'à faire, enfin pour moi, tant qu'à faire avoir un animal qui va travailler en surface, je préfère un âne, parce qu'il va être plus précis. Bon, après, celui qui a envie de travailler avec un Shetland, moi j'ai formé des gens avec des Shetland, mais je trouve que bon, ça n'a pas une grosse capacité. Je pense que le tunnel pied droit, ça peut être une solution plus simple. Ah oui, c'est vrai aussi. Ouais, ça fait pas un nouvel animal. Les chevaux ils passent partout, on a pris des tunnels, ça doit faire à 50 cm du bord, c'est à 2 mètres. Oui, il y a ça aussi. Ils passent partout. Et la durée de travail d'un cheval, ils ont une mauvaise réputation, ils sont vraiment... Ça c'est une problématique, alors ça c'est une bonne question parce que pour moi le cheval il arrive à sa maturité de travail à 7 ans. 7 ans. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, ça c'est mon avis, c'est-à-dire que on va le préparer au début, on va travailler la confiance, on va commencer à le pré-débourrer à 2 ans et demi, 3 ans, à 3 ans on le débourre et à 7 ans à mon avis il arrive assez stable dans son travail, c'est-à-dire qu'il connaît le travail. Ça ne veut pas dire qu'avant on ne peut pas travailler, mais pour moi vers cet âge-là il va commencer à connaître le travail, il est stable entre les situations. Et après de 7 ans, je pense jusqu'à 15 ans il peut travailler de façon optimale. Après 15 ans, les chevaux qui ont vraiment travaillé c'est un peu plus compliqué. Bon, après, ils peuvent continuer à travailler, mais il faut adapter le travail à leur âge aussi. Donc moi, j'ai en train d'étudier une piste que je trouve intéressante, c'est les mules, parce que les mules, elles ont une longévité qui est beaucoup plus importante. Et du coup, l'investissement que tu as mis dans le travail de ta mule, le retour sur investissement est beaucoup plus long. Ah oui, d'accord. Une mule qui a 20 ans, 25 ans, elle est dans la force de l'âge et elle peut travailler encore. Bon après, voilà, c'est un choix, c'est pas les mêmes animaux non plus, donc c'est pas le même feeling non plus, quoi. C'est pas le même savoir-faire non plus. Mais c'est vrai qu'il faut voir l'investissement de préparation,
il est assez conséquent, et du coup, le retour sur investissement, il est ce qu'il est. Moi, Avec quelle race? Vous savez quelle race les 15 ans Ils sont ferrés ou chauds? Non. Ah non. Non, la race, moi je travaille avec des Bretons, mais après il y a toutes sortes de... Voilà, je trouve ça plus facile de travailler avec des chevaux du territoire, parce que forcément l'accès à la ressource cheval, elle est plus simple. Puis j'ai toujours travaillé avec des Bretons, j'étais éleveur des Bretons. J'ai commencé à élever des Bretons, j'avais 17, 18 ans ou 20 ans, je sais pas. Mais, donc j'aime bien cette race-là, mais c'est vrai qu'après toutes les races ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le comtois, le percheron, enfin il y a 9 races de chevaux de trait en France, il y a le choix. Ouais. Hein? Avec des semi-traits. Du demi-trait. Ouais. Après, il faut faire attention à ne pas avoir des chevaux qui ont trop d'afflux nerveux. Parce qu'il faut marcher. Hein. Ça veut dire qu'un cheval qui va naturellement à 7 km/h, je sais pas. La question que je voudrais, par exemple, Après, c'est la capacité de traction du cheval qui est importante. En fait. Parce que dans les races, tu as aussi des modèles de chevaux différents. Et ce qu'il faut regarder, c'est sa capacité de traction. Il faut faire attention à ne pas avoir des capacités de traction trop faibles. Parce que tu vas avoir des interventions que tu ne vas pas pouvoir faire. Je pense au labour, quand tu as des chevaux qui n'ont pas une certaine capacité de traction, c'est compliqué. Quoi. Alors moi j'aime bien, alors c'est vrai que c'est une question, est-ce qu'il faut labourer, pas labourer? Moi j'aime bien labourer au printemps parce que dans mon itinéraire technique, ça me paraît important en maraîchage biologique. Sur 2 hectares de surface, en maraîchage, voilà, le labour pour moi c'est plus simple. Et puis j'adore ça, j'adore labourer au cheval, c'est un temps, et pour moi aussi, je le prends pour moi aussi. Faut voir ça aussi, c'est du temps pour nous aussi. Enfin, moi, nous, c'est une vraie passion aussi la relation à l'animal. Donc quand j'emmène ma tonne à eau avec mon cheval, j'ai le temps d'observer la nature, ça va ou pas, je suis bien, je suis content, je suis heureux de le faire. Voilà, le tracteur, bof. Donc ça, s'il y a des gens qui sont passionnés de mécanique, eh ben, ils s'orientent vers le tracteur. Moi, c'est pas mon trip. Donc voilà, j'aime bien labourer au cheval. Ici, il y a des étapes qu'on fait qu'au cheval, il y a des étapes qui sont mixtes tracteur-cheval, puis il y a des choses que je fais qu'au tracteur. Mais le labour, ici, maintenant, c'est qu'au cheval. Voilà. Et puis en plus, parce que de façon pratique, j'ai pas la charrue qui convient pour le tracteur, donc ça m'a simplifié la vie. Je me dis maintenant, c'est le cheval, et puis ça va bien. Quoi. Après, on laboure pas 20 hectares non plus. Hein, et puis, c'est des petites surfaces qui sont labourées de façon diffuse dans le temps, sur les jardins. Par rapport à ça, pour avoir eu de croiser une Brixton, un quart sans arabe, j'en reviens un peu parce que c'est des chevaux, par rapport à notre façon de fonctionner, on peut être 3 jours déjà sans des fois prendre le cheval pour des travaux manuels ou la vente directe, etc. Et un trait, vraiment trait dans sa tête, tu vas le prendre, voilà, c'est le même qu'il y a 3 jours. Et une jument qui aura plus de sang, ça va être plus difficile. C'est une jument qui était très polyvalente, super pourbinée, que tu peux monter à cheval, être rapide en calèche et faire aussi de labour. Mais pour le labour, elle demandait plus de travail que les autres, il fallait qu'elle soit bien musclée, compensée par la musculature et l'entraînement. Alors qu'un trait, il y a la masse et il y a une certaine inertie qui fait que si tu es 2-3 jours sans te prendre, ou une semaine, tu t'en aperçois pas. Même si lui aussi, il lui faut un entraînement et tout. Mais surtout quand on est débutant comme moi j'étais, je suis toujours, c'est beaucoup plus pratique qu'un cheval de trait dans sa tête et dans son format. Il reste polyvalent aussi parce qu'il peut quand même dîner et aller sur la calèche. Tu avais une question. Vous avez peut-être déjà évoqué le sujet. Au niveau de l'accession aux outils, est-ce que vous avez eu du mal justement à acquérir ces outils? Est-ce que vous avez autoconstruit et au niveau du coût des outils? Ouais, alors là, ça c'est un vrai problème. Enfin pour moi c'est un vrai problème. Parce que encore une fois on est sur des petites productions. Forcément on est sur des productions faibles, on est sur des productions qui correspondent à notre surface et les outils sont chers puisqu'ils sont fabriqués sur des petites unités. Donc l'accès aux outils modernes de traction animale c'est compliqué, c'est tout de suite très cher. Alors soit on a cette solution là et puis il n'y a pas forcément la disponibilité des outils. Les constructeurs des fois ils ont beaucoup de mal à construire les outils qu'on demande, il leur faut des plombs. Et soit l'accès ça va être les anciens outils qui sont des fois un peu... Ils sont très performants parce qu'ils ont été réfléchis longtemps
Et en fait, moi j'utilise beaucoup la biseuse Pusna, qui est une biseuse réglable. Moi je trouve que c'est un outil extraordinaire qui est apparu dans les années 40-50, enfin, qui est hyper abouti, sauf que souvent on les retrouve dans des états un peu pitoyables, les roulements, enfin tout est un peu. Et donc on travaille même avec des outils anciens, ce qui n'est pas l'idéal. Donc ça c'est une vraie problématique. Et là s'il y a bien un endroit où on pourra avoir un levier de la part des politiques et des subventions publiques, c'est là, c'est sur l'accès au matériel. Moi, quand il y a les plans de relance là, qui ont été mis qu'on dégage des millions d'euros pour la technologie, on pourrait quand même avoir une petite enveloppe qui prenne en charge à 80, à 70, voilà, la traction animale, les outils de traction animale, qui permettent cet accès-là au moins. Est-ce que vous avez travaillé avec l'atelier paysan par exemple, pour développer Ouais, l'atelier paysan, c'est une des solutions. Après, la problématique de ça, c'est qu'il faut dégager du temps. Quand tu es dans un schéma de production, tu vois, que tous les jours, il faut que tu sortes du légume. Moi, j'ai construit l'avant-train, je l'ai fait en hiver, mais ça te prend tout de suite 4-5 jours, et encore, avec des compétences particulières. Et ça, pour moi, ça devient problématique. En plus, comme je pars pas mal en balade pour la conf maintenant, et ben voilà, il faut trouver du temps. Et je trouve que des fois, pouvoir acheter l'outil qui correspond, voilà, ça nous faciliterait la vie. Alors, vous, je ne sais pas comment vous anticipez ça, mais... Si je peux me permettre, comme tu as vu vendredi dernier, moi j'utilise des outils qui sont utilisés par tous les petits jardiniers amateurs, hein, des charrues de motoculteurs, des cultivateurs de motoculteurs, et j'ai un avant-train, j'en ai un qui a un système de relevage qui était au départ qui était mécanique avec un truc. Pour mon expérience personnelle, j'ai eu la chance de chercher des terres pendant un moment, une association qui capote, j'ai mis des outils de côté et c'est très bien. Mais tu parles de l'atelier paysan, avant d'être installé, prendre le temps de faire ces outils ou de trouver les bons outils qui vont aller à la surface de production qu'on envisage. Et je trouve que les outils définissent vraiment beaucoup la forme que peut prendre une production. Et quand c'est possible, je trouve ça bien de se poser la question quand on a le temps. Après, en production, c'est dur de dégager une semaine, 2 semaines pour aller faire un outil ou repenser son système. Si c'est fait avant, je pense que c'est un gain de confort et de temps. Après, il y a des constructeurs, et moi ça m'énerve, en fait, tu vois, nous, aux petites fermes, on est obligé d'autoconstruire. Ça m'agace, quoi, parce que, merde, il y a de l'argent public, et on ne se prive pas de la dépenser à travers la PAC pour que les gars ils s'achètent des remorques à 30 000 € qui servent 2 fois dans l'année pour faire de l'ensilage. Et nous, on se pose la question, putain, il va falloir qu'on autoconstruise notre putain d'avant-train qui coûte 2000 balles. Moi, ça me gonfle. Pourquoi les revenus des 10% les plus riches ont augmenté de 65% depuis un an? Voilà, non mais c'est vrai que ça c'est un vrai combat politique, ça veut dire qu'il faut que les politiques ils entendent que les petites solutions, même si ça paraît une petite solution, c'est viable quoi dans les fermes et du coup elles méritent d'être retenues et être soutenues quoi. Des politiques qui s'intéressent de près à l'évolution, à l'augmentation de la population. La population, il faut pouvoir les loger, il faut pouvoir les nourrir. Et du coup, c'est ça qui explique la difficulté de trouver des terres, le fait que la mécanisation est poussée à outrance pour pouvoir nourrir la population, qui est prête à ne pas payer, parce que le pouvoir d'achat, il est de moins en moins, là en ce moment, avec le gasoil qui monte, le gaz qui monte, tout ça, les gens vont malheureusement peut-être faire une croix sur la qualité de ce qu'ils mangent. Et là, on vient de passer la crise avec le Covid, on s'est aperçu qu'on était trop dépendant des autres, de la Chine, tout ça. C'est peut-être le moment effectivement de discuter avec les politiques pour dire, quand on aménage un territoire, identifier clairement les endroits où on pourrait nourrir la population de manière locale. Parce que là, en fait, en gros, l'agriculture, elle n'est pas. Les Européens, disons l'Union européenne, misent tout sur les pays de l'Est, en fait. Nous, on n'est pas défendus. Non, mais. On va peut-être se calmer, hein. Oui, mais c'est ça qui est vrai. C'est pour ça qu'il n'y a pas cet argent qui donne, que les politiques donnent à l'agriculture locale. Mais juste quand même sur le coût de l'alimentation en fonction des modes de production, on oublie quand même les externalités. Parce qu'une production qui est basée sur la chimie,
et la mécanique, elle coûte énormément cher. On me donnait l'exemple dans un bassin versant, là, personne ne le sait, mais la terre commune, elle a dépensé 400 000 € pour un filtre à résidus de pesticides. C'est pas chez nous qu'on balance des pesticides dans le jardin. Donc ça, c'est tout le monde qui paye. Et ça devrait être rajouté au prix de l'alimentation à bas coût qui est dans les supermarchés. Et là, je pense qu'on verrait que la production d'alimentation qui est issue de l'agriculture biologique ou paysanne, elle n'est pas si chère que ça en fait. C'est juste parce que c'est tout le monde qui paye, quoi. Rajouter les coûts pour l'environnement et pour la santé aussi. Et pour la santé, oui, parce qu'il y a toutes les externalités liées à la santé, à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, tout ça on ne compte pas. On paye 3 fois en fait. On paye 3 fois, ouais. J'ai eu un chiffre, mais c'est dommage, j'ai plus la source, mais je crois savoir que le coût des pollutions de l'eau par la pollution agricole, c'est 5 fois la PAC. Ça veut dire que si on doublait seulement la PAC pour une agriculture qui pollue moins, on baissait le coût, on aurait un équilibre qui serait le même avec moins de pollution et moins de... Les externalités, effectivement, c'est énorme. Et aussi toute cette agriculture qui importe du soja, ça baisse le rendement à l'hectare parce qu'ils ne tiennent pas compte de ces hectares là-bas. Évidemment qu'on pourrait nourrir, quand on nourrit des cochons ou qu'on produit des hectares de maïs et de céréales avec des rotations réduites qui créent de l'érosion, qui abîment, qui détruisent les sols et tout, si c'était remplacé par des vergers, des légumes qui sont beaucoup plus nourriciers et plein de paysans, ils nourriraient, il n'y a pas de problème. On a des vergers à l'abandon, on est dans la société de gaspillage énorme. Ouais, c'est ça, le gaspillage. Nous on travaille en circuit AMAP et voilà, un légume produit, un légume vendu quasiment. Même si la carotte elle est un peu tordue, personne va me dire attends, la carotte il faut qu'elle soit droite. Mais là, moi je vois, il y a des producteurs de carottes, ils en laissent un tiers dans le champ quasiment parce qu'ils veulent la carotte bougie, il faut qu'elle soit standard, il faut qu'elle soit comme ci, comme ça. Donc il y a toute une partie qui part nourrir les bêtes. Il y en a une autre partie qui est encore retriée sur les tapis. Et en fait, le volume réellement vendu par rapport au volume produit, il n'est pas si important que ça. Donc il y a le gaspillage à la production, il y a le gaspillage à la transformation, et puis après il y a le gaspillage alimentaire à la distribution. Si on fait le tour des supermarchés, je peux vous dire qu'il y a des volumes et des volumes et des volumes d'alimentation qui sont balancés à la poubelle. Il n'y a qu'à demander aux associations qui travaillent sur... voilà, ils savent bien ça. Donc si on additionne toutes ces perditions d'alimentation là, en fait, ça fait déjà énormément de production. J'ai un cover crop 810 qui est un petit épandeur à fil humide d'un mètre cube 50 pour 4 et ça marche. Les chevaux sont capables de le tirer facilement et c'est une source de matériaux. Bon, c'est souvent fabriqué en Chine et c'est assez cher par rapport à la qualité. Mais quand on est installé depuis quelques années qu'on veut s'équiper, on a accès à ce matériel-là quand même. En attendant qu'il est spécial. Il y en a, il y a des constructeurs. On prend des outils qui sont fabriqués en grande série. Bah oui, mais c'est la Chine. Ah oui. C'est pour ça qu'il nous faut... Il faut absolument défendre le fait qu'il y a de l'argent public, je le répète, qui est fait pour ça, qui permet de subventionner les outils et de faire travailler des artisans français. Il y en a. Les Français qui se sont spécialisés. Alors, il y a les Bernard Michon, enfin il n'est pas le seul, mais il y en a d'autres. Hein. Eux, c'est leur métier. Mais voilà, ils sont un peu pris en sandwich parce qu'à la fois, ils ont des fois du mal à répondre à la demande, parce que c'est des demandes très particulières, et à la fois, ils ont du mal à avoir suffisamment d'ampleur. Parce que voilà, ils ont cette concurrence-là aussi, quoi. Donc il y a toute une réflexion de filière à réfléchir, vraiment, mais bon, c'est pas ça. Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon on peut avoir un petit temps d'échange informel et puis après enchaîner sur la visite. La ferme elle n'est pas très grande, mais on peut aller voir les chevaux, on peut aller voir les jardins.